We were all 18, 19, 20, 21. Nous avions tous 18, 19, 20 ans, des enfants, placés au cœur du monde. We didn't know if we would go back to America. Nous ne savions pas si nous allions rentrer en Amérique. Alors on avait peur, tout le temps. Mais la peur était une émotion que nous n'aimions pas montrer. « 1943. Il y a 70 ans. Tony Vaccaro est un collégien de New Rochelle, une petite ville proche de New York. Fraîchement rapatrié d'Italie, c'est un excellent coureur de fond et un pilier du club photo. Il aime photographier la vie insouciante de son collège. Mais déjà, dès ses premières images, ici une manifestation anti-nazie dans les rues de New York, il se sent concerné par la sombre rumeur du monde. Une sombre rumeur qui le rattrape en septembre 1943. Mobilisé dans l'armée de terre, il change de professeur et apprend de nouvelles disciplines. Dans son camp d'entraînement de la 83e division d'infanterie, il devient l'un de ces petits soldats des films d'archives. Jamais il ne se serait porté volontaire. J'avais 20 ans et je pensais avoir mes propres enfants. Et soudainement, on vous emporte au loin. En 6 mois de formation, le collégien est devenu un fantassin. Et au printemps 1944, la 83e division prend un train direction New York. J'ai quitté New York le 4 avril 1944. J'ai embarqué à bord d'un grand bateau, le George Washington. Et un beau matin, nous sommes partis. On s'est faufilé en dehors du port, et d'un coup, on s'est retrouvé au beau milieu de l'océan. Et là, j'ai vu des centaines de Liberty Ships. Le sentiment premier, tourner autour d'une seule chose. Reverrai-je ma maison? Reverrai-je ma mère, ma femme, mes enfants? Et moi, j'étais particulièrement concerné par mes sœurs. Mais quand on réalisait qu'on faisait partie de cette incroyable et si vaste machine, alors j'ai su que je faisais partie de quelque chose qui me dépassait complètement. On ne savait pas où on allait. On avait bien une idée. Nord-Est. Le Nord-Est, ça devait être l'Angleterre. Mais on ne nous disait rien. Et tout d'un coup, on nous a dit qu'on débarquait à Liverpool. Le soldat Vaccaro a emmené un appareil photo. Et dès le Pays de Galles, avec la bénédiction de ses supérieurs, il commence sa carrière de journaliste. Dans un autre camp en Angleterre, les vieux routiers du journalisme ont eux aussi pris leur quartier. Bien sûr, Tony a demandé à être un des leurs, mais bien trop jeune, mon ami. Ces correspondants de guerre sont des professionnels chevronnés. Bon nombre d'entre eux périront en faisant leur métier. Mais pour l'heure, tout comme Tony, ils ne sont pas tenus au courant de la gigantesque opération militaire qui se trame sur la côte sud de l'Angleterre. Depuis des mois, il se préparait à ce jour de juin. Il partait pour la France, bien équipé, bien formé, déterminé, mais avec la peur au ventre.
Le 6 juin à l'aube, un déluge de fer et de feu s'abat sur la côte normande. Les 15 000 hommes de la 83e division d'infanterie, celle de Tony, ne sont pas désignés pour faire partie de la première vague. Ils attendront encore en Angleterre. Ils seront près de 150 000 soldats alliés à prendre pied sur le sol normand ce jour-là. Le prix à payer sera lourd, 4 000 morts et 6 000 blessés du côté des Alliés, autant du côté allemand. Sur la seule plage d'Omaha, 2 500 soldats américains périront, mais le soir du 6 juin, une tête de pont alliée s'est implantée en Europe de l'Ouest. Une activité frénétique s'empare des ports artificiels dans les jours qui suivent le 6 juin. La bataille de Normandie est maintenant engagée et l'objectif consiste à débarquer le maximum d'hommes et de matériel pour soutenir le front. Le régiment de Tony, stationné près de Stonehenge, reçoit son ordre de marche le 11 juin. Nous étions à Stonehenge et d'un coup ils ont crié « Tout le monde dehors, tout le monde dehors !» On part en camion. Dans la demi-heure, on avait quitté la place. Nous sommes arrivés et on a commencé par marcher avec tout notre pactage qui pesait 20 kilos. Et je pesais seulement 45 kilos à l'époque. J'étais maigre. C'était à la même heure, je dirais 11h, 11h30. Nous sommes partis pour la France. Noir total, très silencieux. Je ne savais pas ce que les autres pensaient. Je crois qu'ils pensaient à la même chose que moi. On avait le sentiment de partir vers un endroit pour mourir et d'où l'on ne reviendrait jamais. C'était, oui, triste, comme auraient dit les Français. Chacun, à partir du moment où on avait quitté le port, était seul avec lui-même, tout seul. Ce silence était effrayant. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Normalement, les soldats sont joyeux. Ils disent des blagues, ceci, cela. C'était juste ce silence complet. Ce silence qui voulait dire que nous allions vers un mauvais futur. Il pleuvait à verse. La mer était déchaînée. En fait, tellement déchaînée que nous ne pouvions pas débarquer. Nous avons tourné devant Omaha Beach. Parti le 12 juin d'Angleterre, Tony débarquera dans la tourmente à Omaha aux alentours du 16 juin. Les images de ce film d'archives, intitulé « La 83e division d'infanterie en Europe », témoignent des conditions difficiles de ce débarquement. C'est l'endroit, juste ici. Je peux t'envoyer une photo. La mer était comme ça. Beaucoup se sont noyés. J'ai eu tellement de chance. Tellement de chance. Peut-être parce que j'étais si léger et que je me suis retrouvé emporté jusqu'ici.
C'était tellement mauvais que les engins de débarquement ne pouvaient pas nous emmener à la plage. Alors ils nous ont poussés là où nous avions pied. À vrai dire, notre pactage nous a aidés comme un gilet de sauvetage. On aurait dû avoir des gilets de sauvetage, mais nous n'en avions pas. Alors on a marché avec le fusil et l'appareil photo. Puis ici, les Allemands avaient un canon qui couvrait toute la plage. C'était un canon de 88. Un canon puissant. Et je peux te donner une photo de ce canon pointé sur la plage d'Omaha. Je n'étais jamais allé en France. C'était la première fois, le 12 juin 1944. Dans mon journal intime, parce que je ne pouvais pas écrire « Je suis en France », j'ai écrit « J'ai rencontré Francesca ». Francesca, c'était le nom de ma sœur. Mais c'était le nom de code pour la France. Et à vrai dire, j'ai écrit ce qui veut dire la belle France. La belle France, photographiée par Tony, marque la première pierre blanche de ce petit pousset sur ce chemin qui le conduira jusqu'aux portes de Berlin. Rien que le fait d'arriver ici me rendait heureux. Parce que j'aurais très bien pu perdre ma vie là-bas, en me noyant dans ces eaux. La 83e prend la direction de 40 ans, libérée il y a peu. Objectif, la Bretagne. Mais le 4 juillet, jour de l'indépendance américaine, c'est un terrible baptême du feu pour Tony et ses camarades dans le secteur de Saint-Denis, au sud de 40 ans. Cela m'est arrivé, j'ai dû tuer, oui. Et quand j'ai tué, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré et je me suis enfui du front. C'était près de Saint-Denis. C'était à Saint-Denis que je n'ai pas pu continuer le combat. J'ai couru vers l'arrière après avoir tué cet Allemand. Parce qu'on s'était retrouvés face à face. Et celui qui tirait le premier gagnait. J'ai tiré le premier. S'il avait fait, j'aurais pu être tué à Saint-Denis. Mais quand j'ai vu son sang couler, j'ai couru en arrière. Et je suis resté environ 2-3 heures. Je suis reparti. J'ai repris mon fusil. Et j'ai recommencé à tirer. Pour la seule journée du 5 juillet, la 83e division perd 1500 hommes. Cherbourg a été libéré le 30 juin, donnant ainsi aux Alliés leur premier port en eau profonde. Avant de capituler, les Allemands ont méthodiquement saboté le port. Mais cela ne sera pas suffisant pour empêcher les troupes américaines de réaliser leur fameux breakthrough, la percée d'Avranches, qui ouvre les portes de la Bretagne et du centre de la France. Nous sommes fin juillet, et Tony, qui n'a bien sûr fait aucune photo durant ces terribles journées, ressort enfin son appareil.
Direction Saint-Malo, où le colonel Von Hollock oppose une résistance acharnée aux troupes américaines. Avec une pellicule périmée fournie par la marine américaine, Tony photographie le Sillon et Rochebonne. La tour Solidor résiste miraculeusement aux tirs d'artillerie. Les groupes de fantassins reconquièrent la ville rue par rue, au prix de 500 morts. Le bataillon de Tony est envoyé sur l'autre rive de la Rance. Nous sommes le 15 août 1944. Et voilà. C'est ici. J'étais le premier Américain à entrer sur la place de Saint-Briac. La première photo que j'ai faite de la place de Saint-Briac, il n'y avait pas personne ici et il n'y a pas de tricolore sur l'hôtel de Saint-Briac. Mais ça, je l'ai fait plus tard. L'agent de Saint-Briac commençait à venir sur la place pour célébrer la libération de Saint-Briac, n'est-ce pas? I saw the curé of Saint-Briac kneeled by the J'ai vu le curé de Saint-Briac, agenouillé au pied de la croix. I didn't take that picture. J'ai attendu, je n'ai pas pris la photo, jusqu'à ce qu'il me voie. J'ai dit à lui, Monsieur le curé, est-ce que je pouvais faire une photo de vous? Il a dit, oui, mon fils. Et j'ai fait les photos et j'ai demandé à lui qu'est-ce que vous faites ici. Et il a dit, j'ai prié le grand Seigneur que Saint-Briac était libéré. Ce jour-là, Tony est davantage photographe que soldat. J'étais un soldat avec la 83 division d'infanterie américaine et j'ai demandé à mon colonel York si je pouvais prendre l'appareil avec moi dans la guerre et il a dit mais oui, peut-être au fin de la guerre nous allons faire un livre pour le 331 régiment d'infanterie américaine. Tony, quelle est la différence entre un soldat qui fait des photographies et un reporter de guerre? Ben, la différence est que j'étais toujours comment on dit en français, première ligne, où je connais tous les soldats. Nous sommes été toujours ensemble, mais un reporter, un journaliste, il arrive sur le front, il fait une photo et se retourne derrière, mais il ne sait pas qu'est-ce que la guerre. À la fin de la guerre, j'étais l'un des 15 rescapés de ma compagnie, d'une centaine d'hommes environ. Ils n'étaient pas tous morts, mais beaucoup avaient été blessés. On a payé un lourd tribut. Après que nous avons pris tous les nazis prisonniers,
nous sommes allés dans cette plage, on dérobé et on fait le bain au naturel, n'est-ce pas? Cette photo, qui évoque un joli moment de répit et de bonheur, est prise un peu avant que ne s'organise une fête sur la place de Saint-Briac. Et j'avais fait beaucoup de photos des jeunes filles et de soldats. Et j'ai dit à moi-même, j'ai fait assez de cette photo. Fais autre chose, parce qu'il y avait beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et beaucoup d'enfants comme lui, partout ici. Alors je vous fais autre photo. Mais j'ai regardé, ah, voilà. Techniquement, Jeff, cette photo, c'est une erreur. J'ai jamais fait une photo comme ça, parce qu'il faut que la photo est comme ça. C'était magique. C'était peut-être 2 secondes, comme ça. Fini. Comprenez? Parce qu'il a passé avant, ici, j'ai vu la photo, j'étais là, je suis venu ici, et il a fait bon. Dans ce moment, j'ai connu que j'avais pris une chose très tendre, très douce, très humaine, très universelle. À Saint-Briac, le 15 août 1944, un photographe est né. Mais ce photographe est aussi un fantassin qui redescend vers Nantes libéré depuis le 12 août. Le régiment de Tony y stationne quelques jours, le temps de rencontrer quelques familles françaises, quelques jeunes filles aussi. Tony se fait ainsi photographier en compagnie de Monique Tellier, qu'il tentera de retrouver, après la guerre, sans succès. La 83e division est chargée de contrôler une zone s'étendant de Nantes à Auxerre. Peu de combats en cette fin d'été. Les Allemands se rendent par milliers. Ce n'est qu'à la fin du mois de septembre que la division se remet en marche pour l'Allemagne. Pas assez vite pour Tony. Après la bataille de Normandie, je pense que l'on n'aurait pas dû s'arrêter. On aurait juste dû continuer. Et on aurait pu finir la guerre en octobre 1944 au lieu de mai 1945. Après de durs combats au Luxembourg, c'est la terrible forêt de Hurtgen dont le souvenir hante encore Tony. Avec ses photos, il porte témoignage de toute l'âpreté de ce mois de décembre 1944. C'est un homme en colère, mais c'est aussi un soldat qui se bat à chaque instant pour sa survie et celle de ses camarades. Lorsque le soldat Jack W. Rose s'élance, il ne sait pas que son équipier, le soldat Vaccaro, photographiera son dernier pas. Fin décembre, la 83e quitte la forêt maudite pour participer à la bataille des Ardennes, déclenchée 15 jours plus tôt. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Tony développe ses négatifs sur place avec une technique savamment éprouvée, dont il se rappelle les moindres gestes à 91 ans. Bon, on va dire que je suis dans une tranchée que j'ai creusée. Et à la nuit, quand il fait vraiment noir, autour de minuit, que la vie s'est arrêtée et que les obus ont cessé de tomber. Parce que les Allemands voulaient dormir, et nous aussi, alors on avait décidé tacitement de cesser les hostilités. La pellicule est prête, je prends un casque, et voilà, imaginez que c'est l'herbe sur laquelle j'ai posé 4 casques.
4 helmets. Other GIs, à d'autres soldats, mes vrais bons amis, je leur donnais des photos et quand je leur demandais leur casque, ils me les donnaient. Je retirais la pellicule comme ceci la nuit et je procédais ainsi. Je la plongeais en dessous et elle commençait à se révéler. Tu vois? On l'amenait comme cela. On déroulait. C'est long, hein? Et ensuite, je trempais, je ressortais. Dedans, dehors. Et le développement arrivait. Après, j'allais dans le second casque, seulement rempli d'eau pour rincer le révélateur. Et je faisais ceci. Oui, c'est ce que je faisais. Et après, imaginons que c'est le troisième casque. Dedans, je versais le fixateur, l'hyposulfite. Après le fixateur, j'allais dans le dernier casque, rempli d'eau pure et claire. OK? Et c'est tout. Après, j'accrochais les pellicules aux branches des arbres pour sécher. Et ensuite, j'allais dormir. La bataille des Ardennes troublera largement son repos. L'hiver s'installe. Méthodiquement, la pellicule de Tony impressionne cette souffrance et cette perte de toute humanité. Plus aucune joie cette fois, plus aucun triomphalisme. Depuis les plages de Normandie, malgré Saint-Briac et la vallée de la Loire, les GIs n'en peuvent plus. Ce sont les photos de Tony qui me l'ont dit. Les Allemands continuent de se battre, mais rien n'arrête la Thunderbolt. La foudre, c'est le surnom de la 83e. Et le 30 mars, le Rhin est franchi. L'Elbe, le 13 avril. La jonction est faite avec les soviétiques. Then they told us to stop. And we stopped. It was tough. Berlin was only 40 miles away. It took a year to come over 2,500 miles across Europe. We could have gone on, but the 83rd had done its job. 4 days later, the European war ended. En cette fin d'année 2013, Tony revient une fois de plus en France. Il vient annoncer une exposition de ses photos de guerre au mémorial de Caen. Après la guerre, il a travaillé pour les plus grands magazines. Il a révolutionné la photo de mode, il a photographié Picasso, il n'a plus jamais photographié la guerre et il s'est très peu soucié de sa notoriété. It is my incredible honor to welcome you back to Normandy, back to France, in the name of the Ambassador of the United States of America. Thank you so much. And I'm so pleased. There are so many people who are here to welcome you, Monsieur Houtin. Merci, monsieur. We have Merci au GI. Yes. Le GI photographe. Yes. Remember? Ah oui. Ah. Oui, oui. You still have my kiss. This is the man of the hour, Stéphane Grimani.
well. So I hope the crossing over the channel. And thank you again for coming back to France. Thank you. Thank you very much. This is for all those friends I lost in World War II. Voilà, pour tous mes amis que j'ai perdus pendant la Deuxième Guerre mondiale. I want to show this at the next reunion. Je compte bien montrer ce certificat pendant notre prochaine réunion. Of all those that have left. De tous les anciens combattants qui restent de ma division. We were thousands. Now we are about 900 left. Donc il ne reste plus, nous étions des milliers littéralement et nous ne sommes plus que 900. They all have a story and they all have some kind of wound. Ils ont tous une histoire, mais ils portent tous une blessure. What matters the most is that we liberated Europe from slavery. Ce qui importe le plus, c'est que nous avons libéré l'Europe de l'esclavage.